Donc, rebonjour à toutes et à tous. Ravi de vous voir ce soir et de vous accueillir pour un nouveau talk. C'est le dernier en fait de cette année avant la reprise en septembre, bien évidemment. Donc, notre meet-up pour aujourd'hui a pour thème R, pour le data journalisme de la donnée à l'information quotidienne. Et ce meet-up sera animé par Victor Alexandre, data journaliste au sein du Parisien. Je vais juste commencer par vous présenter notre groupe Airlines Paris. En fait, nous sommes un chapitre local de la communauté open source Airladies Global. Donc, Airladies Paris a été fondé en 2016 et notre objectif, c'est de fournir un réseau de soutien et d'encouragement pour les utilisateurs de R et de promouvoir en fait l'apprentissage et la collaboration dans la communauté R en France. Donc, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Nous sommes très actifs sur Meetup, YouTube, Mastodon et LinkedIn. Donc, n'hésitez pas pour nous suivre en fait. Je voudrais maintenant vous présenter l'équipe organisatrice de Air Ladies. Je suis Shaima Bogadmi, je suis data scientist et business modeler au sein de BVA Group à Paris. Et je suis également organisatrice de Air Ladies Paris avec Mouna Belaid, qui est data consultante et membre de Air Ladies Global. Donc, qui est notre invité pour aujourd'hui? On accueille Victor Alexandre qui a gentiment accepté notre invitation. Donc, Victor a obtenu son de l'Institut d'études politiques de Lille et formé au statistique à l'École normale supérieure, à l'École de haute études data et innovation du Parisien en France en 2015. Et il utilise R depuis 10 ans pour proposer ou accompagner au quotidien des sujets en s'appuyant sur des calculs. Bienvenue, Victor. Donc, avant de Merci beaucoup. commencer, avec plaisir. Avant de commencer, je tiens à rappeler que nous prévoyons en fait d'enregistrer la session. Si vous préférez ne pas être enregistré, veuillez désactiver votre caméra, s'il vous plaît. Et si vous avez un commentaire ou une question à poser, veuillez laisser un message dans le chat. Et Air Ladies Paris s'engage à fournir une communauté respectueuse pour tout le monde. Donc, vous pouvez consulter notre code de conduite sur le site GitHub de Air Ladies Paris et tout ça pour continuer à maintenir à cet espace comme une communauté accueillante et amicale pour chacun d'entre nous. Voilà, merci pour votre attention et je laisse la parole à Victor. Merci beaucoup, Shaima. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que c'est pas saccadé? Non, c'est très bien. Bon, ok. Alors, on va Non. essayer d'y aller. Comme ça, est-ce que, si je partage cet écran-là, est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon, super. Voilà, donc en effet, on m'a gentiment invité, vous m'avez gentiment invité à parler de comment on peut utiliser R pour le data journalisme avec sous-titre de la donnée à l'information quotidienne. L'idée, c'est en effet de présenter, étant donné que je suis sans doute le moins technique des utilisateurs de R, je n'ai pas un joli code, je ne suis pas je suis pas un grand développeur, mais je fais du R au quotidien comme outil principal et donc, je commence à être rodé plus que euh, très, très talentueux. Et donc, je me disais que ce qui pourrait être intéressant, c'est en effet plutôt de parler de la façon dont on peut faire de la data science dans un environnement qui est très, comment dire, très mobile, qui est tout le temps en évolution. Du coup, je vous ai proposé, si vous le voulez bien, est-ce que vous voyez ma petite bande Zoom aussi en haut ou pas? Non, je suis le seul à voir ma petite. Bon. Oh, bon, voilà, là on la voit plus de toute façon.
Voilà, notre sommaire, si vous voulez bien, je vais d'abord commencer par vous présenter le Parisien, ce que c'est, ce dont il a besoin et ce qu'on fait. Et ensuite, je vais vous expliquer comment est-ce que moi j'utilise R pour le calcul et les traitements, où en fait il s'agit de faire des calculs et des traitements qui vont être compréhensibles pour les lecteurs du Parisien, qui sont assez spécifiques, qui sont ni ceux d'Alternative économique, ni ceux du Figaro, ni ceux des Échos. C'est ceux qui sont retraités dans l'Essonne, ceux qui sont en train de boire un café au Troquet avant d'aller au travail, ceux qui vont rester un peu plus longtemps au Troquet peut-être, ceux qui vont voilà, ceux qui vont gouverner le pays aussi. Donc il s'agit de faire des choses qui sont compréhensibles immédiatement, mais en revanche, il ne faut pas se louper. C'est-à-dire, c'est plus compliqué de se faire reprendre sur une ACP que sur une moyenne. Et donc l'idée, c'est de faire du R bien, mais enfin, convenablement, pas forcément sur des choses très compliquées, sur ce qui est des calculs et des traitements en tout cas. Euh, je m'en sers aussi pour la cartographie et la géomatique. La géomatique, c'est donc la technique qui consiste à utiliser des données géospatiales pour établir des calculs statistiques. C'est comme ça que je le comprends en tout cas. Et donc moi, je m'en sers pour faire des cartes sur mesure, c'est-à-dire déplacer mes dom-toms exactement là où j'en ai envie, mettre les libellés de ces dom-toms ou de ces circonscriptions à l'endroit que je veux, et pouvoir traiter l'avantage de R dans ce prisme carto et géomatique, c'est de pouvoir traiter à la fois le global et l'hyperlocal. Et donc on peut à la fois faire, enfin bon, au Parisien, j'ai été amené à faire à la fois des cartes de réchauffement global avec des données de la NASA et des cartes de vote à Chambly, dans l'Oise, au bureau de vote, où on voit voilà, des choses qui sont très différentes et qui amènent des informations pour les lecteurs qui sont tout aussi judicieuses et légitimes pour les lecteurs du Parisien. N'hésitez pas à me faire un signe aussi si je parle trop vite ou pas clair ou si mon réseau n'est pas bon. Pour ce qui est de la data vise, eh ben, on a la chance d'avoir de très bons développeurs au Parisien qui ont mis en place un système industriel qui permet de faire ce qui est graphique interactif, histogramme, ce genre de choses notamment, simulateur, c'est-à-dire des choses où on sélectionne son département, sa commune, et puis on a toutes sortes de choses qui s'affichent. Pas mal de trucs interactifs qui existent de base, mais pour tout le reste, tout ce qui commence, enfin tout ce qui sort un peu de l'ordinaire, eh ben, il faut avoir un très grand spécialiste de techniques de Détroit, de Svelte, voilà, bon, on y reviendra plus tard. L'avantage de ggplot, qui est pour les non-initiés la librairie que moi je considère comme principale de visualisation dans R, et qui est extrêmement efficace. Et enfin, je vous parlerai de comment on peut utiliser R pour faire de l'analyse, c'est-à-dire à la fois préparer des allergiques aux chiffres à recevoir des chiffres, euh, leur préparer l'esprit, leur montrer ce que ça va donner, les co-construire un rapport avec eux pour qu'ils sachent ce qu'ils vont trouver à l'intérieur des chiffres, enfin des données qu'on va leur envoyer, et pour classer des choses qui sont difficilement classables à première vue. Et dans ce cadre-là, je vous parlerai notamment de comment R est à la base de nos classements, qui sont un élément important de notre travail au Parisien dans la cellule Data Innovation. Euh, Comme vous connaissez ce que c'est que la donnée, l'idée c'était plutôt de commencer par ce que c'est que l'information quotidienne. Et donc c'est quoi de travailler dans un environnement de travail comme le Parisien? Eh bien c'est une marque, le Parisien, parce que il y en a beaucoup qui connaissent des vidéos sur YouTube, par exemple comme Biclou ou comme Food Checking, qui sont extrêmement populaires. Biclou, c'est sur le vélo, Food Checking, c'est sur la vérification soit des préjugés, soit des
préconisations en termes d'alimentation. Et donc, l'idée de ces deux canaux-là, c'est de faire, enfin, c'est de dépasser juste le print. Je crois même que certains sujets n'arrivent jamais dans le journal papier. Là, l'idée, c'est, enfin, voilà, la marque vit en dehors du journal papier. Et donc, il y a un journal papier qui a une temporalité avec plusieurs conférences de rédaction quotidiennes, une à 9h30 le matin, une à midi, une à 17h et une de bouclage. Et en plus, il y a une conférence de prévision hebdomadaire. Donc, au fil de la journée, il y a des chefs de service qui vont régulièrement à chacune de ces conférences de rédaction. Et donc, à partir de 17h, on commence par exemple à évoquer le journal du surlendemain. Donc, quand on fait la conférence de rédaction de 9h30, on explique ce qu'il va y avoir dans le journal qui va être imprimé à 23h ou entre 23h, minuit et 1h, et qui sera dans les kiosques dès 5h du matin le lendemain. À midi, on vérifie qu'il n'y a rien qui a bougé. Voilà. À 17h, le journal du soir, normalement, on termine vraiment de décider les sujets qui vont dedans, mais on parle surtout du journal du lendemain. Et ensuite, le bouclage, ben, voilà, on détermine s'il faut couper encore quelques signes dans un article ou dans un autre, etc. Donc ça, c'est une première temporalité. Évidemment, nous, je vous parlerai de notre service plus tard, c'est difficile d'être collé sans avoir 3 ou 4 chefs de service qui peuvent tous les jours de la semaine, 364 jours par an, suivre ces conférences-là. Donc, pour une petite équipe comme la nôtre, il faut qu'on arrive à attraper des ballons, c'est comme ça qu'on dit, attraper des ballons qui sont envoyés, c'est-à-dire des sujets qui sont évoqués, soit en conférence de prévision, soit le jour même. Il y a un candidat qui quitte les Républicains pour faire un parti, pour poursuivre l'aventure législative de son côté, de son parti. Est-ce que c'est déjà arrivé avant? Est-ce qu'on peut répondre à une question d'actualité très chaude? Voilà. Et je mange un peu sur ce que je vais vous dire après. Le journal, oui, la marque Le Parisien, elle a une existence sur le web avec un site web qui fait partie des principaux sites d'information français. Et donc, il y a une temporalité qui est souvent la même que la première, mais qui n'est pas forcément la même. Il y a un pôle Actu Chaude qui annonce la qualification de l'équipe de France dès qu'elle est parue, voilà, dès qu'on sait que la France se qualifie pour les huitièmes de finale. Il y a un pôle rebond qui va par exemple être en charge de sujets qui vont être pris le matin de la conférence, enfin voilà, au matin, c'est une conférence de rédaction propre au web qui se fait aux alentours de 8h55, et là, on propose, les journalistes qui sont associés à des rebonds ce jour-là vont proposer des sujets qui vont livrer aux alentours de 15-18 heures le jour même, ou qui pourraient être publiés le lendemain, mais l'idée c'est de le livrer dans l'après-midi. Et donc, c'est des sujets de rebond sur l'actu. Donc, il faut qu'on soit encore dans le tempo de l'actu à cette heure-là. Et souvent, nous, on est pas mal en lien avec le pôle rebond parce que ça peut être ce qu'on appelle des quick wins, c'est-à-dire des sujets sur lesquels on va réussir à trouver une info qui va aider le journaliste dans les chiffres, et que ça va lui donner un avantage par rapport aux autres journalistes qui peut-être ne feraient que du commentaire sur ce genre de sujet-là. Par exemple, est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes aux candidats aux législatives sur ces législatives anticipées? Il y a moins de temps pour se préparer. Est-ce que ça a joué en faveur ou en défaveur du positionnement de femmes sur des listes? Et si oui, dans quelles circonscriptions? Est-ce qu'elles ont été mises dans des circonscriptions gagnables ou pas gagnables, etc. Ça, c'est des choses qu'on peut faire relativement rapidement, notamment avec R. Il y a un pôle enquête un peu plus long, mais tout ça, c'est des effectifs qui tournent. Encore une fois, on est toujours sur les supports, les temporalités. Il y a un service vidéo qui est donc très important, dont on a parlé. Il y a un service photo qui a sa propre existence aussi. Il y a le service infographie, à côté duquel on est physiquement et affectueusement aussi, bien sûr, mais on n'est pas dans le même groupe, on n'est pas dans le même service. Ce qui nous permet eux d'être
assez recentrés sur des choses qui sont leur cœur de métier, c'est-à-dire le savoir mettre en récit des chiffres joliment à l'intérieur d'une image. Et nous, bah, on va pouvoir leur faciliter la vie, soit en leur livrant des SVG, soit des SVG, c'est des formats vectoriels d'images que eux peuvent ensuite retailler pour mettre dans 2 colonnes ou 3 colonnes, 3 colonnes hauteur ou 3 colonnes un peu plus basses, etc. Eux, ils peuvent ensuite manipuler nos SVG comme ils veulent, ça peut leur faciliter la vie. Et donc, ces services-là, ils ont des besoins différents à différents moments. L'idée avec le web, c'est quels sont les sujets de la nuit pour lesquels un calcul pourrait amener un élément de réponse, ou quels sont les sujets pour lesquels un objet interactif pourrait amener un élément de réponse. Typiquement, quels sont les candidats dans ma circonscription. L'infographie, elle serait bien en peine de montrer les 4011 candidats aux législatives à l'intérieur d'une image, même d'une double page dans le journal papier, ce serait illisible. Voilà, nous, notre existence au sein de la cellule data et innovation, notre légitimité, c'est aussi de pouvoir proposer des objets interactifs qui vont répondre à ce genre de questions-là. Il faut aussi être prêt à enfin, ils ont besoin de savoir quelle question aura besoin d'une réponse demain, c'est-à-dire, bah, il va se passer quelque chose dans la journée, est-ce qu'on peut préparer ce qui va se passer dans la journée, une décision de justice, une oui, un match, etc. En fonction de l'issue, est-ce qu'on pourrait avoir une réponse à la question qui va se poser en fonction de l'issue de ça? Et grosso modo, notre travail, là où on est mobilisé notamment, c'est est-ce qu'il y a des sujets pour lesquels on peut faciliter le travail des uns ou des autres en utilisant notre éventail de compétences. Et justement, c'est quoi les compétences à la cellule data et innovation? Le périmètre qui a été défini au Parisien pour cette cellule, il est très différent de celui qui existe dans d'autres rédactions. Donc je parle malheureusement, cette visio ne pourra servir que à ceux qui veulent savoir comment ça se passe au Parisien, parce que c'est différent dans toutes les rédactions. Il y a des... Mais du coup, je ne vais pas en parler tout de suite. Si vous voulez, on en parlera plus tard. Mais au Parisien, la cellule Data Innovation, elle a été créée par Stanislas de Livonnière, qui est toujours à sa tête 10 ans plus tard aujourd'hui, avec brio. Et elle a été pensée en cheville ouvrière du journal. C'est-à-dire, elle doit veiller, enquêter, accompagner les sujets de toute la rédaction et aider tous les services. Donc, on a été amené, par exemple, à développer l'outil qui sert à gérer la mise à la connaissance de tous des articles qui vont être créés par les journalistes dans la maison. On appelle ça le menu, c'est-à-dire on choisit quel va être le titre de son article, quelle longueur il va faire pour le web et pour le print éventuellement, à quelle heure il va être rendu, quand est-ce qu'il a vocation à être publié, est-ce qu'il y a besoin d'une infographie, est-ce qu'il y a besoin d'une photo, etc. Et donc, nos compétences, bah, c'est le data journalisme, l'illustration d'articles, pas de façon forcément au sens illustré au crayon, mais d'illustration d'arguments via des chiffres. On a aussi une vocation de cartographie, d'enrichissement du média. Ce qu'on appelle le rich media, c'est voilà, tout ce qui est amélioration via les capacités d'Internet d'un article et l'innovation en règle générale. Donc, il y a un responsable qui est Stanislas de Livonnière, qui est passé par l'entrepreneuriat, le multimédia, le webdoc, et donc qui est un chef de projet et data journaliste de facto, voilà, qui est dans le suivi et l'accompagnement et un peu dans le temps qui lui reste de data journalisme pur et dur. Et il y a 2 développeurs, un full stack, c'est-à-dire qui s'occupe à la fois
du moteur et de la carrosserie de l'Internet, et un journaliste qui, lui, s'est converti a posteriori au développement front-end, c'est-à-dire à la carrosserie. Donc on a quelqu'un qui est très très bon pour faire des moteurs et un qui est très très bon pour faire de la carrosserie. Et donc ça nous permet d'être assez complémentaires et efficaces sur Internet. Et il y a moi qui donc suis un journaliste formé, comme tu l'as dit, Shaima, à l'Institut d'études politiques de Lille, avec un master en métier du journalisme, qui a un petit peu roulé ma bosse, et puis qui me suis formé au data journalisme à l'ENS, le HESS et l'NSAE, dans un très bon master qui à l'époque s'appelait Socstat et qui s'appelle maintenant Quantifié en sciences sociales, que je recommande, même si je ne sais pas exactement comment il fonctionne maintenant, mais c'est en tout cas, il y a plusieurs personnes que j'ai envoyées là-bas et qui en sont très, très contentes. Et le cœur de mon métier, à la moitié de mon parti, le cœur du talk, faire du R au fil de l'actu, et pour l'état d'esprit, c'est se dire que dans une journée, on va traiter 5 sujets avec 6 changements de priorité. Ça ne va pas arrêter. Et donc, pour les calculs et la manipulation de données, il y a un point positif quand on... donc, je commence déjà, là on commence à parler de R. R, c'est donc un langage de programmation qui permet de faire toutes sortes de choses. Et donc qui se scriptent. On enregistre des formats comme des formats texte, à l'intérieur desquels il y a une suite de commandes, et quand on les lance, eh bien, ça crée des actions qui ont une implication sur soit sur ce qu'on veut, soit rien du tout, mais on le voit à l'intérieur de notre console, soit une image, un tableur, voilà, n'importe quoi. Ça dépend des passerelles qu'on a faites, de ce qu'on lui demande, en quelque sorte. Le point positif, du coup, c'est qu'on change sans arrêt de source et de sujet, parce que comme on sert tous les services, on n'est pas cantonné à un précaré en particulier. Je mesure ma chance parce que même quand on aime beaucoup R, des fois, j'imagine que ça doit être un peu fatigant de ne travailler que sur les mêmes sujets, et c'est pourquoi je comprends très bien pourquoi Tidy Tuesday notamment, et ce genre d'événements en ligne sur les réseaux sociaux fonctionne extrêmement bien, parce que quand on est très bon en R et qu'on traite toujours les mêmes sujets, on a envie de faire autre chose, et tous les mardis avoir un nouveau jeu de données sur lequel on peut proposer une visualisation, ben, c'est extrêmement intéressant. J'ai la chance d'avoir un tidy everyday, en quelque sorte, chez les Parisiens, et j'en suis très content. Le point négatif, c'est que du coup, comme on traite tous les sujets, eh ben, on a assez rarement le temps d'améliorer son workflow, c'est-à-dire la façon dont on améliore son traitement. J'ai perdu, voilà, mon écran il est revenu. Pour donner un petit exemple, voilà, j'ai été amené cette semaine à traiter des données de Météo France qui sont ouvertes sur est-ce que la météo a vraiment été si pourrie que ça au mois de juin. Et donc ça, on va chercher des bases de données qui sont spécifiques à Météo France avec des mises en forme de données qui sont spécifiques à Météo France. On apprend à les manipuler. Voilà. Et dans une autre instance de R, j'ai des données des scripts qui sont plus que je fais quand j'ai un petit peu de temps sur les européennes ou les législatives, parce que ça demande plus de temps de traitement. Donc j'ai plusieurs laits sur le feu, voilà, sur ces histoires de calcul. Je me suis quand même fait un petit package grâce à une formation réalisée chez Thinker, que je remercie, et que j'ai appelé Newspaper, qui, avec évidemment un jeu de mots en R, je ne pourrais pas le faire autrement, mais grosso modo, je me suis simplifié la vie en faisant sort un graphique, où je mets juste mon graphique ggplot, la largeur, la hauteur du graphique, et le nom que je veux donner à mon image,
Et ça, au fil de la journée, quand j'ai besoin de sortir une petite image, eh ben, je lance cette commande-là. Pareil pour les SVG, parce que si, si mon JPEG va en preview, en quelque sorte, en prévisualisation, je peux l'envoyer en SVG à nos camarades de l'infographie. Je peux sortir un petit nuancier de couleurs entre voilà, il y a des packages qui permettent de le faire. Moi, d'ailleurs, toutes ces fonctions, elles existent de façon différente des miennes. C'est juste que je me suis regroupé ça pour ne pas avoir à appeler d'autres packages que celui-ci. Voilà, donc ça me crée 5 couleurs différentes qui vont du blanc au rouge en l'occurrence. Mettre juste une majuscule à coucou petit lapin, bizarrement, je trouvais que c'était difficile à faire, sans que ce soit juste sur tous les mots. Voilà. Juste la différence de qu'est-ce qui n'est pas à l'intérieur de ça, et extraire une partie qui précède ou qui suit un délimiteur qui fait partie des tâches étonnamment fréquentes de mon travail. Je pense qu'un bon 5% de mes journées consiste à séparer des colonnes qui contiennent un truc en plusieurs parties et de ne retenir qu'une des deux parties. Voilà. Et donc là, ma commande extract part, elle m'envoie, elle va me répondre ici que le 3 pour n'avoir que ce qui suit, ce qui est la deuxième partie après mon petit séparateur comme ça. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là. Je peux vous parler de la cartographie. Et là aussi, je l'ai utilisé notamment pour faire des cartes sur mesure. C'est-à-dire, quand on a eu les présidentielles de 2022, on avait préparé des cartes et on en a fait ce qu'on appelle un récit-molette, ce qui est une façon inventée aux Parisiens de dire scrollytelling. Scrollytelling, qui est une façon inventée aux États-Unis de dire storytelling en scrollant. C'est-à-dire en défilant avec la molette. Et donc le récit molette, finalement, on comprend beaucoup mieux. Et donc ces cartes-là, mais je les ai créées avec R, en mettant, voilà, en déplaçant mes latitudes, longitudes de mon Île-de-France, quelque part en Italie, en Autriche, et puis peut-être entre l'Allemagne et la Pologne par ici. Évidemment, comme c'est sur fond blanc, personne ne le voit, et nous, ça nous va très bien comme ça. Mais l'avantage de ça, c'est que si je me mets en mode, hop, vous avez vu, on est passé en mode mobile, mais c'est la petite couronne qui est arrivée ici, et non plus l'Île-de-France, et mes départements, ils sont arrivés autrement. Et donc moi, en fait, mon travail ici, ça a été de générer 2 JPEG à chaque fois que je sortais, c'est-à-dire 2 images, à chaque fois que je faisais un traitement, un avec une cartographie qui était en mode mobile et une avec une cartographie qui était en mode horizontal, desktop. Et donc ça, ensuite, ça permet de faciliter ce genre de travaux après qui sont faits à la main, ces petites flèches qui sont rajoutées les unes après les autres, mais pour toutes les cartes, et il y en a un petit paquet là-dedans, eh bien, ça permet d'aller beaucoup plus vite plutôt que de faire plusieurs instructions à chaque fois. Une fonction, donc il y a des cartes dans tous les sens, et elles changent. Voilà, je vous invite à aller suivre ce truc-là. Je transmettrai le lien s'il y a besoin, mais c'est très pratique, R, pour, même si c'est pas très facile de le faire, une fois qu'on a compris comment faire, ça permettait de faire des cartes qui, en tout cas, conviennent et sont customisables, c'est-à-dire personnalisables, pardon, chez nous. R permet aussi, et me permet aussi en tout cas, de combiner des traitements de calcul géomatique et des données satellitaires pour aller du plus simple au plus... Non, d'ailleurs, c'est pas forcément dans ce sens-là, mais quand il a beaucoup plu dans le Pas-de-Calais, avec l'excellent Nicolas Béraud, on a traité des données, il en a récupéré de son côté,
Moi, je l'ai récupéré via des données de satellites qui sont récupérées sur des plateformes de l'Union européenne, en l'occurrence le Copernicus, et le satellite en question s'appelle Sentinel-1. J'ai récupéré des captures et je me suis fié à ce que j'avais comme retour de ces reportages, des différentes photos qu'on avait, et j'ai estimé qu'il y avait un modèle d'image qui me permettait d'avoir quelque chose qui correspondait à une zone recouverte d'eau en surface. Et donc, au fil des jours, on voit s'étaler l'eau sur la surface. Donc ça, c'est un des éléments. On a également réalisé un autre récit molette sur quand le bassin d'Arcachon brûlait, en montrant comment l'Union européenne suivait via les satellites la progression du feu. Et en fait, il y a un système d'alerte de l'Union européenne qui permet de suivre quasiment en temps réel les différents feux, qui sont des espèces de vigilance, de vigie de l'espace. Et donc on voit à la fois, on a pu traiter à la fois les photos satellites, mais aussi les données de capture, et eux distinguent des zones qui sont concernés par le feu et des foyers encore actifs. Donc ça, c'est vachement bien parce que ça permet de voir, du coup, voilà, et ça permet de montrer, nous, dans notre rôle de pédagogie, ça nous permet de montrer ce qui se passe dans l'espace et ce que comprennent les satellites de la situation au sol, les zones résidentielles, les zones d'équipement importants, où est-ce qu'il y a de la végétation, en vert foncé, on est sur la pinède, et en vert clair, on est sur d'autres types d'arbres, etc. Et on a pu faire du coup la même chose à Landiras, qui était l'autre foyer. Et ma petite fierté, ça a été de faire, avant les autres médias français, et comme un grand, ce qu'ont fait les deux géographes, dont en tout cas moi j'ai entendu parler depuis, et dont on a beaucoup entendu parler, les fameuses cartes de destruction à Gaza, qui étaient, voilà, ils avaient une estimation des destructions dans la bande de Gaza via des données satellites. Ça n'est pas quelque chose de très simple à faire, mais il y a un tuto en fait qui est plutôt bien fait sur YouTube, sur les YouTube de la NASA, et qui a été fait par, je crois que c'est un des deux journalistes en question, un des deux universitaires en question. Et donc, on a pu faire ce qu'on a considéré des anomalies de destruction dès le 26 octobre. Les attaques étaient le 7, et les réponses aux alentours du 10, je crois. Donc, on a pu voir comment des zones étaient déjà impactées dans la bande de Gaza, avec l'avantage du côté mobile des cartes très visuelles, avec ensuite un zoom sur la partie nord et un zoom sur la partie sud. Et donc ça, j'étais content de mon petit travail, pour y revenir si vous voulez. Et puis dans les autres choses qui sont de géomatique, il y a un très bon package qui s'appelle API-IGN, notamment, qui permet de faire des isochrones, c'est-à-dire des bandes de terrain, enfin des zones de terrain qui sont accessibles à partir d'un point euh, en X minutes. Donc ça nous permet de faire, par exemple, le classement des 80 quartiers parisiens en fonction de 15 minutes à pied. Et pas forcément 15 minutes à pied. Ce qu'on a fait, c'est pas 15 minutes à pied du centre du quartier, mais 15 minutes à partir je crois que c'était 10 points aléatoires dans le quartier, et on a fait des isochrones sur chacun de ces 10 points, et on a fait une moyenne du nombre d'éléments qui étaient accessibles dans chacune de ces 10 bandes pour chacun des quartiers. Donc on a une sorte de moyenne de 15 minutes dans le quartier. Voilà ce qui était sur le côté cartographie et géomatique. Du côté DataVis, dans le monde du journalisme, il y a plusieurs écoles.
Il y a les petites équipes enfin, il n'y a aucun jugement de valeur, hein, c'est juste, j'ai la chance de voir à la fois des collègues qui travaillent au Monde, au Figaro, et d'autres qui travaillent à La Voix du Nord, au Dauphiné Libéré, aux Républicains Lorrains, voilà, c'est des plus petites équipes qui n'ont donc pas nos excellents développeurs autant à disposition, voire pas du tout. Et donc, enfin, ces équipes, elles ont comme outils des outils qui sont plutôt gratuits ou freemium, avec une personnalisation qui est possible, mais assez limitée. Je pense notamment à Flourish et DataWrapper, qui sont des excellents outils, mais qui ne sont pas ouverts. Donc, si ils décident de changer leur mode de fonctionnement, il faudra trouver autre chose, ce qui est arrivé avec Google Maps notamment. Il y a beaucoup de réseaux d'entreprises qui ont collecté tout leur site de production ou de tous leurs magasins via Google Maps et nulle part ailleurs. Et le jour où Google Maps a introduit une limite quotidienne de vue sur la carte, eh ben, il a été impossible de voir où étaient les magasins McDonald's à une époque. Voilà. Ce qui est quand même assez improbable. Je crois que c'est ça, mais peut-être que c'était les Quick ou les Burger King, mais c'était aussi gros que ça, en tout cas dans mon souvenir. Et donc ça, c'est embêtant. Euh, et en plus, bah, on ne peut que faire ce qu'on sait faire à l'intérieur de ça. Et les très grosses équipes, elles développent des choses, elles peuvent développer des choses, en tout cas, qui sont magnifiques, mais assez techniques, comme les librairies des 3JS ou Svelte, qui sont des librairies qui permettent de faire des choses magnifiques, mais c'est un peu compliqué pour le Kidam, notamment le Kidam journaliste. Nous, on a donc cet outil de genre de DataVis basique dont je vous parlais, et des modules génériques simples. Et l'avantage, si je vous en parle maintenant, c'est que R, il permet de préparer les données qu'on reçoit dans les bons formats pour ces outils de visualisation. Pour faire des barres côte à côte, des histogrammes groupés, colorés, je sais comment fonctionne notre outil, et donc je sais comment envoyer les données à l'intérieur d'un Google Doc pour que notre outil puisse les ingérer de façon présentable sur notre plateforme, et je sais comment présenter les candidats aux législatives pour qu'ils puissent suivre un workflow de sélectionner son département, puis sa circonscription. R permet d'éviter de faire des copier-coller les uns à la suite des autres, de tableur en tableur, de tableau croisé en tableau croisé, et le fait d'avoir un script qui suit un fil pour arriver in fine dans un Google Doc qui va nous servir de base pour notre visualisation. Ça, c'est très utile. Et donc, ggplot, eh ben, il peut me servir, moi, pour faire des petits histogrammes, l'air de rien, pour faire la saison, le bilan de la saison des joueurs du PSG. On avait, à chaque match, les journalistes qui suivent le PSG attribuent une note à un joueur, et on les a classés par mention, voilà, et l'air de rien, bah, on a mis un petit histogramme voilà, qui suit la saison de chacun pour voir un peu comment est-ce que ça s'est réparti. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un petit JPEG intégré là-dedans, et ça participe à faire comprendre un peu, bah, est-ce qu'il y en a un qui est plutôt très bon, qui a plusieurs très bonnes notes, mais qui a aussi des mauvaises notes, ou bien est-ce qu'ils sont réguliers dans la moyennitude, ou bien est-ce qu'ils ont eu surtout un coup de mou, etc. Ça, c'est des petits histogrammes, l'air de rien. Mais on peut s'amuser un peu plus aussi aux Parisiens. On a fait notamment des choses de ce type-là, où il s'agissait pendant le Covid de montrer la corrélation entre le revenu médian net moyen dans la commune et le taux de vaccination. Comme quoi, bah, les riches avaient souvent avaient vraisemblablement en tout cas, des méthodes de contournement des règles, ou bien d'ajustement avec les possibilités offertes par Doctolib pour avoir une dose
plus vite que les autres. Et je crois que voilà, ça permet, la carte pourrait se suffire si on connaît bien la petite couronne parisienne, mais le fait de voir d'un coup la répartition se projeter dans un plan, dans un nuage de points, c'est pas mal. Ça permet d'avoir un truc qui est un peu plus waouh. On peut faire des trucs un peu moins waouh, mais finalement qui fonctionnent aussi sur euh, à quel point on est vacciné en première dose et à quel point l'incidence de l'épidémie se fait ressentir ou non au fil des semaines. Ça amène un type de... Au début, voilà, à cette période-là, c'était intéressant. Et ce que j'ai appelé de la carto-breakdance, c'est-à-dire quelque chose un peu bizarre, mais voilà, suivre un peu euh, le parcours du Tour de France au fil des années, euh, évidemment de façon schématique, puisque bien entendu que personne n'a traversé à vélo entre Marseille et Perpignan, ni jusqu'à Cherbourg depuis Le Havre, mais ça permet de voir qu'il y a eu une période où le Tour de France faisait le Tour de France, et où c'était sa raison d'être principale, et à partir des années 60, c'est devenu un peu plus la fête à la galette. Voilà. Et enfin, l'idée, c'était de vous parler, on va garder un peu de temps pour discuter, de préparer la compréhension d'un phénomène qui n'est pas encore advenu. Par exemple, un quarto, je pense qu'on prononce quarto, vous me direz si c'est ça, un quarto a envoyé aux journalistes dès le lundi des européennes pour qu'ils aient quelque chose à ingérer dès le petit déjeuner. Et donc ça, par exemple, ça ressemblait, si je vous, hop, attendez, si je quitte ça et que je me mets ici, voilà, je vais vous montrer ça. Voilà, le 10 juin, les élections c'était le 9, et le 10, dans la nuit du 10, j'ai fait tourner mon petit script que j'avais préparé avec qu'est-ce qu'il faut retenir du résultat des européennes, avec la carte les villes de plus de 10 000 habitants où le Rassemblement national a fait ses meilleurs scores, les villes de 50 000 habitants où il fait ses meilleurs scores, là où il est arrivé en première position. Je ne m'attendais pas forcément à ce que la France ait cette allure-là au soir des européennes. Les communes où il a progressé par rapport aux anciennes. Voilà. Et puis des choses plus socio-démo, c'est-à-dire si on regroupe le vote par commune, par grande typologie, combien ça aurait fait si on n'avait que 7 grandes circos qui seraient celles de la typologie d'habitat de l'INSEE. Si on prenait tous les exprimés, tous les votes RN dans les communes qui correspondent à ces différentes typologies, eh ben, le RN, il aurait 39% dans les communes rurales à habitat dispersé et que 21% dans les grands centres urbains. Et du coup, ça permet aussi de voir où vivent les Français et d'où viennent les voix du RN en pourcentage. Et donc, on voit que dans les grands centres urbains, le RN il fait que 21%, et que, mais il fait 22% de ses voix. Sur les 100% des voix du RN, il y en a 22% qui viennent des grands centres urbains, ce qui est en fait la majorité des différents centres. Et parce qu'il y a évidemment plus de gens qui habitent dans les grands centres urbains en nombre. Voilà. Bon. Ce genre de choses. Et donc, on pouvait le faire la comparaison par rapport à 2019, etc. Regarder par rapport au niveau de chômage, la part de jeunes, etc. Et donc, tout ça, c'est un petit, comme un mini-journal euh, que les journalistes avaient dès la nuit pour ceux qui travaillaient pendant la nuit et dès le matin pour ceux qui avaient réussi à dormir un peu, pour qu'ils puissent proposer des sujets d'autant mieux anglais qu'ils étaient appuyés déjà sur des chiffres plutôt que de se dire est-ce que tu pourrais pas me trouver la ville qui a voté le plus RN pour que j'y aille faire un reportage. Là, l'idée, c'était de les envoyer dans des endroits où, enfin, d'avoir suffisamment de billes pour pouvoir
placer leur pion où il fallait. Peut-être que c'est deux métaphores qui ne se suivent pas tout à fait, mais voilà. Et ensuite, du coup, hiérarchiser des éléments qui peuvent être disparates, c'est notamment le fait de faire des left join dans des bases jusqu'à plus soif pour faire des classements. Au Parisien, on a fait plusieurs classements. On en a fait un premier qui était tout en R, qui a été fait avec l'excellent Benoît Pimpeau, qui était notre stagiaire de l'époque et qui était en école d'ingé et qui avait un cerveau particulièrement agile pour la réflexion d'ingénieur, ce que je n'ai pas du tout. Et du coup, on a pu mettre en place un système justement pour passer de valeurs en notes, puis de notes, passer les notes dans des coefficients et ensuite avoir un résultat final. Et donc, c'est ce que j'explique ensuite. Et l'avantage de ça, c'est qu'au bout de 3 ou 4 classements uniquement en R, que j'ai réussi à faire comme un grand après le départ de Benoît, eh bien, j'ai pu prendre le temps avec nos excellents développeurs notamment le très bon Fabien Casaleggio, qui mérite que son nom soit prononcé tout de même, que notre outil, que notre grosse machine qui sert à toutes sortes de choses pour la rédaction, notre boîte à outils de la rédaction, puisse intégrer mon mode de traitement des données et que il n'y ait plus un gros Google Doc avec des codes INSEE ou des codes d'identifiant, un nom, et ensuite ça peut être n'importe quoi, des pourcentages, des valeurs, même des chiffres, même des lettres, pourquoi pas, si on a envie, et de passer ensuite ces valeurs-là, de considérer est-ce que cette valeur-là, elle vaut plus près de 0 ou plus près de 20, ou plus près de 100, si on a envie de le noter sur 100, enfin on fait comme on veut, est-ce que ça mérite d'être en dessous de la moyenne ou au-dessus de la moyenne, est-ce qu'on met la moyenne à un endroit, etc. Et donc ça, l'avantage, c'est que c'est devenu un outil au clic maintenant pour nos rédacteurs, et donc on sort des classements beaucoup plus facilement maintenant, parce que tout ne se fait pas dans R, et c'est aussi ça l'avantage de R, c'est que il se, de tous les langages qui scriptent, je vais pas être chauvin, sans doute même que le JavaScript est encore plus facile pour transmettre ça, mais là, l'avantage, c'est en tout cas ce que je vois comme avantage, c'est qu'on peut transmettre ensuite, une fois qu'on a fait la preuve du fonctionnement d'un outil, on peut l'industrialiser. Et donc ça permet de faire des articles frais, exclusifs, et qui recrutent des nouveaux abonnés, ce qui n'est pas rien pour un média dans un monde où les médias cherchent à recruter des abonnés. Et voilà, qui conclut malheureusement un peu tard, si je veux parler un peu de questions, ma présentation. Je suis présent sur différents types de réseaux, sur le Parisien surtout, et je signale aussi pour ceux qui sont intéressés par le data journalisme, l'excellent site qui est maintenu par Karen Bastien de Wizoo Data, qui s'appelle datajournos.fr, et dans lequel on a fait une foire aux questions avec les questions qu'on reçoit régulièrement d'étudiants. Et voilà, dans plein de domaines, il y a une veille aussi sur des outils, des tutos. Il y en a quelques-uns sur R. Et si vous allez sur ce site, vous pouvez également envoyer un petit message pour rejoindre le groupe Signal, qui est associé et qui est plus actif que le groupe Slack, lui, qui est associé là-dessus, sur lequel on ne va pas beaucoup. Mais donc, voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que c'était intéressant. Merci Vector pour cette présentation claire et bien structurée. C'est vraiment très intéressant. On a une question de Ralitza. Il a dit super merci, très intéressant. Pouvez-vous, s'il vous plaît, revenir plus en détail sur les isochrones aux données des liens? Je ne savais pas que c'est possible avec R. Même question
proposition pour l'utilisation d'images satellites et la superposition de contours de cartes avec R, la vaccination qui est centrée avec une image de carte aussi R. Je mets que oui. Oui, absolument. Tout ça, tout ce que j'ai présenté, c'était fait avec R. Alors, sur les isochrones, bien sûr, et avec plaisir, c'est un package qui s'appelle Happy IGN de Sylvain. Voilà, j'avais oublié. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Voilà. On met des coordonnées géographiques qu'on transforme en format simple feature, donc package que moi j'utilise pour ce qui est géospatial. Et assez simplement, on lui dit ces données-là, ces coordonnées géographiques, je voudrais que tu me dises si, donc ça c'est les isodistances, pardon, les isochrones c'est du coup plutôt, je vais essayer, on va regarder là-dedans, ça va être peut-être plus clair. Isochroneur, c'est ça, iso, non, donc forcément le plus simple. Mais voilà, grosso modo, on lui dit ce qu'on veut. Ça m'étonne que ce soit juste ça me paraît pas le plus clair de tous. Mais grosso modo, on lui dit, c'est trouvable, on lui dit, je veux partir de ce point-là, je veux que tu me dises en minutes, tu me donnes 10 minutes, à partir de ce point-là, je suis piéton ou ou je suis voiture, dessine-moi, envoie-moi le polygone qui va être constitué de ce temps de parcours dans toutes les directions possibles. Donc on va avoir si on le fait à 10, 15, 20 minutes, on va avoir une espèce de fleur avec des zones de plus en plus grandes, parce qu'on peut rejoindre des zones de plus en plus grandes à pied si on ajoute ça. Sur les images satellites, oui, les images satellites, moi ce que j'utilise, c'est la librairie Raster, me semble-t-il. Il faudrait que je vérifie, mais en utilisant du raster plus maintenant ce qui se fait Stars ou Terra, je ne sais plus laquelle des deux j'utilise, mais on peut couper un raster selon selon une zone qu'on lui dit. On peut lui demander de crop ou de masquer, oui, c'est plutôt masque l'instruction pour n'avoir à l'intérieur de la zone que ce qui nous intéresse. Et donc, on peut, en utilisant Terra, je pense, plus SF ensuite, faire un fond de carte en raster, c'est-à-dire en image RGB, donc différents niveaux de couleurs, qui ressemblent grosso modo à un plan, enfin une image satellite, et rajouter au-dessus un contour avec les mêmes, dans le même cadre, en quelque sorte. Et donc ça c'est en effet possible. Il y a un très bon lien pour le coup qui est plus intéressant que celui que je vous donne, qui est le Geo Computation with Air. Voilà. Et donc ça, je l'ai déjà partagé. voilà, exactement. Ouais. Parfait. Ouais. Voilà, c'est en effet pas forcément le truc le plus simple d'accès, mais ça permet d'en savoir plus s'il y a besoin. Il y avait d'autres questions, je vois. N'hésitez pas à désactiver le micro. Thomas, par exemple, si tu veux poser la question directement à Victor. Oui, en termes d'infra, tu bosses comment? Tour local, quelle plateforme, ta Git, tu voulais Alors, partager des choses? je travaille, j'ai essayé différentes choses, et en effet, c'est pénible de perdre ces scripts. Du coup, mais j'ai pas le temps
d'envoyer tous mes scripts sur Git. En fait, les histoires de pool, machin, en fait, ça me prend, ça me prendrait trop de temps. J'ai pas voilà, je suis dans le rush du jour, je peux pas, et donc j'ai opté pour sauvegarder mes scripts et leurs résultats sur un OneDrive du Parisien, voilà, un gros serveur en ligne qui enregistre en temps réel comme un Dropbox, grosso modo, du Paris, voilà, chez le Parisien. Et donc ça, bah, quand mon PC plante et qu'il faut que j'en change, je récupère mes scripts de cette façon-là. C'est pas l'idéal, mais franchement, pour mon traitement quotidien et le fait, étant donné que je suis le seul à faire du R à ce point-là, j'ai mis un peu j'ai créé un bon aficionado qui s'appelle Aubin Laratte, qui fait du R maintenant et qui fait des classements tout seul comme un grand, de très bonne qualité en plus, qui m'apprend plein de trucs, mais qui a d'autres responsabilités à côté de ça. Moi, je suis pleine boule sur R et donc je m'occupe de faire ça. On s'était dit justement avec Aubin que peut-être on pourrait se monter un site Quarto dans lequel on déposerait nos scripts principaux pour soit les vérifier, soit nous permettre de montrer des résultats, ce genre de choses. Pour l'instant, on en est encore à ce niveau-là. Ouais. Donc, vous n'utilisez pas des outils de versionning comme Git pour collaborer Alors, entre... je sais m'en servir, mais étant le seul collaborateur de mon unité data qui travaille avec R, j'ai surtout besoin de retrouver mes gamins. En fait, j'ai besoin de savoir où j'ai foutu mes billes et malheureusement, ça n'est pas encore à l'ordre du jour d'avoir un nouveau utilisateur de R en pleine boule dans la maison. Et donc, voilà. Après, dès que c'est le cas, en effet, je pense qu'on passera sur un mode plus versioning, en effet, qui nous permettrait d'éviter de se partager des choses de façon anarchique. Très bien. Donc, il y a un débat qui s'est ouvert dans le chat entre l'utilisation de Python et R. Il y a Elsa qui dit je souhaiterais me spécialiser en data journalisme. On m'a pas mal conseillé d'apprendre Python. Vaut-il mieux que je me tourne vers R? Eh bien, ma réponse à ça, c'est fais bien comme tu veux et essaye les deux, surtout. C'est-à-dire, euh, est-ce que ça se passe bien si tu regardes R, voilà, j'avais fait une petite réponse. Il y a trois langages qui sont utilisés. Le JavaScript qui est fort pour Internet et sa correspondance avec les autres outils d'Internet. Le point fort de Python, c'est sa polyvalence. Voilà. Le point fort de R, c'est sa philosophie tournée vers les statistiques d'abord et sa communauté, n'est-ce pas, Shaima? Voilà, des gens Ouais. ce genre de réunion-là, qui ne consiste pas à dire read the fucking doc, ce qu'on lit partout sur les forums de Python ou de JavaScript, où on nous dit bah, il faut chercher avant de poser une question à un pauvre con. Voilà, je n'ai jamais rencontré cette attitude chez les utilisateurs et utilisatrices de R, et moi, ça leur fait, moi, ça change beaucoup de choses. Les écoles de journalisme forment autant que possible, enfin, forment pas mal aux outils freemium dont je parlais tout à l'heure, Data Wrapper ou Flourish, qui sont très bien, mais dans la mesure où on veut faire carrière dans le data journalisme, il est toujours préférable de savoir ce qui se passe d'un bout à l'autre du workflow, savoir comment est-ce qu'on passe d'un histogramme à
d'une donnée à un histogramme, si on maîtrise le travail, eh ben, on va éviter de perdre beaucoup de temps en question sur pourquoi est-ce que mes données elles donnent pas l'histogramme que je voudrais. Parce que en fait, ils réfléchissent, si on te demande des colonnes, tu as besoin d'avoir des colonnes côte à côte, mais tu me mets ça dans un type. En fait, si on n'y réfléchit pas assez, si on a la possibilité d'avoir une gamelle remplie, eh ben on va vider naturellement dans la gamelle, alors que si on fabrique ces petites croquettes d'un bout à l'autre, on va comprendre ce que mange le chien complètement. Et c'est plus intéressant, à mon sens, à la fois mentalement, c'est plus épanouissant de savoir comment les choses se créent d'un bout à l'autre, même si, pour commencer, évidemment, s'il y a besoin de montrer comment, très brièvement, le rapport de force entre trois éléments et qu'il n'y a rien d'autre dans un papier, en effet, c'est pas la peine de se donner beaucoup plus de mal. Mais voilà, si on veut faire carrière dans le data journalisme, je prends le postulat qu'on a envie de faire un petit peu plus que ça. Et du coup, je prends le postulat que c'est plus intéressant de savoir, peu importe, franchement, le JavaScript, le Python, le R, ces trois-là me paraissent équivalents en termes de satisfaction personnelle. Voilà. Moi, j'ai eu un premier cours, ma première rencontre s'est faite avec Python, ça ne s'est pas très bien passé. J'ai mon premier script qui servait à faire un générateur de titres. Je n'ai toujours pas réussi, malgré le fait de m'y être mis à plusieurs moments de mon développement en R, je n'ai toujours pas réussi à comprendre comment je pouvais le retranscrire en R, et même ChatGPT n'a pas bien réussi. Donc, c'est un point de vue de question mentale. Moi, les histoires d'indentation dans Python, je comprends, je trouve ça beaucoup moins compréhensible que les histoires de pipe dans R. Tu me fais ça, tu me fais ça, tu me fais ça, et après, tu me termines en m'envoyant ça quelque part. Merci, au revoir. Et voilà, plutôt que de revenir à la ligne de... bref, moi, C'est ça me paraît exactement ce qu'a dit Thomas. L'important, c'est d'avoir des réflexes data, d'arriver à manipuler des données. Ensuite, le langage, c'est une question de confort. exact. Exact. Je suis absolument d'accord. Je l'ai mis dans le chat, mais pour moi, il me semble sur JavaScript, pour manipuler des données. Par contre, c'est super pour faire des graphes. Et il y a Observable qui est sorti il n'y a pas longtemps, avec des versions qui sont Observable Plot, du coup, qui donnent des choses assez facilement, des super beaux graphiques interactifs. Mais par contre, pour moi, il ne faut pas faire la manip de données en JavaScript. Il faut faire un truc type DuckDB derrière avec trois requêtes SQL. Ça suffit. Voilà. Ça fait des super trucs comme ça. Alors là, il y a des OIT et tout parce que derrière, Mm. il y a deux, trois. Sinon, il y a les trucs de Tania Shapiro qui sont sympas aussi là-dessus. Exactement. Mais voilà, notre ami Naël Chiab, qui est data journaliste à Radio-Canada, il a, à toutes fins utiles, pour ceux que ça intéresserait de se mettre à travailler euh, avec JavaScript, lui, il a développé une librairie d'analyse de données en JavaScript qui est en fait assez rapide et qui est même plus rapide que R. Après, en effet, il faut avoir envie de faire du JavaScript. Il s'est donné du mal pour que ça ressemble à quelque chose de très compréhensible et que ce soit très, très lisible. Voilà. Si on a envie de faire du JavaScript, en tout cas, faut pas si on pense qu'on va avoir plutôt un prisme web, il y a des solutions qui existent pour faire des traitements simples en JavaScript, enfin simples, pas forcément simples, mais en effet, c'est plus facile de trouver de la doc, à mon avis, en Python ou en R. Pour aller dans ton sens, Thomas. Après, en JavaScript, souvent, il y a des gens qui maîtrisent JavaScript dans les rédactions, notamment ceux qui font les infographies dynamiques. Et du coup, il y a aussi des points d'appui là-dessus. Alors que les gens qui font du Python, il y en a moins du R. Et Elsa, qui disait qu'elle est en école de journalisme. Pas encore vraiment de formation data. Voilà, mais non, mais du coup, tu fais bien de te renseigner. N'hésite pas à rejoindre le groupe Signal
des data journalistes. Voilà, on s'y pose des questions, on s'y propose des choses, il n'y a pas de problème. Juste, on vérifie que les gens sont bien étudiants en journalisme ou journalistes pour que le groupe reste relativement serein dans sa façon de fonctionner et qu'il n'y ait pas des échanges sur le ton de l'humour qui sortent chez Arrêt sur Image ou chez Mediapart en mode ces gens qui, voilà, c'est des captures d'écran qui seraient sorties de leur contexte. On y est très, très inclusif, très, très aimable. Voilà, je pense que pas grand monde qui pourrait dire du mal de ce groupe Signal. Je pense personne. Mais juste, on préfère se dire justement qu'on échange sans avoir des gens du ministère de l'Intérieur qui regardent ce qu'on pense de leurs données ou d'autres ministères. Voilà. D'accord, merci. Bon. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on s'arrête là. C'était très intéressant, Victor. Mais je suis ravi si ça a pu aider. Super, avec plaisir. Avec plaisir. Non, c'était hyper intéressant. Ouais. Bah, on a du mal à arrêter cette réunion. Franchement, il y a plein de... Il y a beaucoup de choses à dire. et tout, ouais. Voilà, mais on peut parler de choses plus... Si vous voulez faire une autre réunion sur un des éléments qui a été apporté ou autre chose, ou quelque chose plus technique sur une des facettes, n'hésitez pas. Voilà, on est disponible. Merci beaucoup. Ouais. Avec plaisir. Merci en tout cas, merci de Merci l'invitation. encore une fois. Vous trouverez l'enregistrement dès demain, je pense, sur notre chaîne YouTube. Voilà, tout le monde vous remercie dans le chat, c'était super intéressant. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Salut, au revoir. C'est Victor. Avec plaisir. Salut.